Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les vraies voix, aujourd'hui avec 3 vraies voix puisque Cécile de Ménibus est absente. On la retrouvera bien évidemment lundi, on embrasse, on va présenter les vraies voix et les sujets avant de vous faire des cadeaux. Philippe Bilger, en pleine forme, Philippe Bilger, Monsieur le Président. En pleine forme, mon cher Philippe. René Chiche, qu'on est toujours heureux d'avoir, journaliste multicarte, notamment pour le cinéma. Entre autres, et plein d'autres choses. Vous me réduisez à quelque chose. Connu. Merci Patrick. Une culture universelle. Attendez, franchement, je suis un petit peu gêné, un petit peu vexé. Oui, ça démarre mal. Hein. Ah oui, vraiment. Et vous avez entendu sa voix et son accent languedocien. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick. Ravi d'être avec vous. Ça fait plaisir de voir des gens heureux, tout à fait, avec beaucoup d'humour. Ah, vous savez, si les vraies voix devaient avoir un hymne, ce serait la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Absolument. Ah non, pas du tout. Moi, j'aime pas du tout cette chanson. Ah bah écoutez, vous... Je préfère Si tu ne me laisses pas tomber. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le bonheur. Il y a le plus beau vers de la langue française. Les espoirs de nos aurores n'avaient pas dépassé 5 morts. C'est magnifique. Magnifique. Philippe Bilger est poète. Pardon vous avoir contredit. Allez, au menu du jour. Tout d'abord, on va parler de Emmanuel Macron qui veut labelliser les médias. Et on vous pose cette question. Comme le souhaite Emmanuel Macron, faut-il labelliser les médias? Vous dites non à 97,7%. Alors, est-ce que vous pensez qu'une autorité indépendante, mais qu'est-ce qu'une autorité indépendante, doit dire si un média est fiable ou pas fiable ou pas? On attend vos réactions au 0826 300 300. La question du soir, un grand ras-le-bol fiscal. Et on vous pose cette question au vu des services publics rendus. Pensez-vous payer trop d'impôts? Eh bien, vous dites oui à 95,5%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Vous en avez pour votre argent ou vous n'en avez pas pour votre argent? On attend votre avis encore et toujours au 0826 300 300. Mais avant de lancer le débat, on va vous faire gagner un cadeau net d'impôts. Oui. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre Tony Box 2 de Tony's, la boîte à histoire sans écran pensée pour les enfants de 1 à 9 ans. Alors, vous posez une figurine ou un jeu audio Tony Play dessus et c'est parti pour des chansons ou des aventures interactives avec leurs héros préférés, Disney, Pat' Patrouille, Petit Ours Brun et bien d'autres. Robuste et facile à utiliser, la Tony Box 2, c'est l'audio qui la fait grandir. Alors, envoyez dès maintenant Sud au 7 20 18 par SMS pour participer au tirage au sort du vainqueur de cette Tony Box pour Noël. Allez, c'est parti pour le premier débat. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Les vraies voix Sud Radio. Ah oui. Allez, comme le souhaite Emmanuel Macron, faut-il labelliser les médias? Oui, contre les fake news, il a déclaré vouloir un label de qualité pour les réseaux sociaux notamment et les sites d'information. Et pour le moment, vous ne souhaitez pas de labellisation des médias puisque vous dites non avec à 97,7%. Philippe Bilger. La labellisation n'est pas une idée absurde. Mais évidemment, si j'ai bien saisi la pensée du président, il souhaitait la faire pratiquer par exemple, Reporters sans frontières et d'autres médias peut-être qui n'ont pas démontré véritablement leur indépendance et impartialité. En revanche, si on parvenait à trouver dans notre France démocratique et dans notre espace intellectuel une instance qui pourrait être composée de gens irréprochables, eh bien je ne verrais aucun inconvénient à ce que cette instance puisse se constituer comme une sorte de juge impartial, indépendant et respecté donc des dérives des médias quels qu'ils soient. Mais je sais qu'on la trouvera jamais aujourd'hui. René Chiche qui est officier dans de nombreux médias, de nombreux postes, notamment la rédaction en chef. Alors, et en plus, bon, ça me rappelle souvenir parce que j'avais participé à l'époque d'Entreprendre à une table ronde sur justement le journalisme, les médias, la liberté d'expression. Non, moi je ne crois pas du tout à cela. Et pourtant, je n'ai pas une antipathie à l'égard du président Macron, moi personnellement. Hein. Mais cette idée non, parce que moi en tant que journaliste et même beaucoup de confrères, on en a parlé d'ailleurs, on n'a pas envie d'être labellisé comme un poulet fermier ou un fromage du Cantal. Non, mais sérieusement, et en plus, excusez-moi, dans le journalisme et les médias, d'ailleurs, ça montre
Je trouve que là, il a été un petit peu à l'improvisation. Je me demande si d'ailleurs l'histoire de la fake news concernant sa femme n'a pas un peu influencé aussi son. On est d'accord, Patrick, son propos, parce que. Chez les journalistes et dans la presse, il y a beaucoup déjà de contrôle. Il y a non seulement, je ne parle pas de l'audiovisuel avec l'Arcom, mais par exemple, il existe aussi depuis 6 ans un truc qui s'appelle le Centre de déontologie et journalistique et médiation. D'ailleurs, c'est là j'avais participé à une table ronde. Moi, je ne crois pas du tout ça. Et puis en plus, je trouve que c'est un raisonnement un petit peu de l'ancien siècle, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de labelliser ou de contrôler tous les médias. On sait plus ce que c'est que les médias aujourd'hui. Ça peut être les médias traditionnels, les réseaux sociaux. Vous avez même des créateurs de contenu journalistique qui sont des fois très sérieux. Je n'ai pas fini. Vous inquiétez pas, je laisserai la place à l'éminent Patrick Vignal. Mais vous avez aussi même des créateurs journalistiques indépendants qui sont très sérieux. Il n'y a pas que des créateurs journalistiques qui font des fake news. Donc moi, je suis opposé à cette labellisation. Patrick Vignal. Non, mais moi, je partage à la fois l'avis de Philippe et de René. En même temps, vous faites du en même temps, c'est normal. Là, on est à 21%, donc je vais attendre. J'aurais dû aller à la piscine ce soir. J'ai mal choisi ma soirée. Non, plus sérieusement, vous avez raison tous les deux. À l'arrivée des fake news, les réseaux sociaux, les contenus sur les chaînes YouTube. Je pense qu'il y a une révolution dans le journalisme, et normalement, moi j'ai souvenir, un journaliste doit être indépendant. Un journaliste, normalement, il doit écrire des faits qu'il a vérifiés en amont. Et il faut être honnête qu'on a eu l'arrivée des chaînes d'infos en continu, où quand il y a une information, elle est reliée pendant 24 heures, et puis surtout, ce qui nous pourrit la vie, ce sont les réseaux sociaux. Donc, cher René, effectivement, mettre un label comme l'Arcom, où est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'elle vérifie, comment elle vérifie, avec quel outil. Et là, je partage donc le en même temps de Philippe. C'est une bonne idée, mais qui ne pourra pas se mettre en place. Et ça donne même l'impression aux Français, quand c'est un politique qui le dit, qui va mettre sous cap les médias. Mais est-ce que c'est pas le ministère de la vérité d'Orwell ? Pas à ce point-là, mon cher Philippe. C'est un premier pas. Patrick, sérieusement, je vais sortir des plaisanteries un peu de garçons médiatiques. Mais donc c'est pas de garçon de bain, ça va. Est-ce que c'est extrêmement pertinent ce que j'ai dit ? Emmanuel Macron, depuis toujours, et je ne parle pas que de ce qui a pu le mobiliser plus, manifeste une sorte d'obsession à vouloir réguler. À votre avis, Patrick, c'est quoi ? Il n'est pas profondément un dictateur de la pensée des autres. Qu'est-ce qui le motive, vous qui le connaissez bien ? Non, moi je pense qu'en fait l'arrivée d'Emmanuel Macron, je vous rappelle, j'étais le premier à le recevoir dans ma circonscription quand il a été nommé ministre. En fait, sur le constat qu'il avait été le bon constat. Il voulait mettre une administration qui soit pas omniprésente, donc il voulait aller vite par administration. Et il me disait, mais oui, il y a trop de millefeuilles et d'élus intermédiaires. En fait, il voulait changer le monde et aller trop vite. Et je pense que ce qu'il a percuté dans son raisonnement intellectuel, et franchement, c'est une blessure, c'est tout ce qui a été dit sur sa femme et les fake news. Enfin, vous imaginez... Mais ça avait commencé avant, Patrick. Philippe, pas vraiment. C'est pas qu'il avait peur de la presse, mais il voulait s'adresser directement aux citoyens. Éliminer les corps intermédiaires et les élus locaux et s'adresser direct aux citoyens, ça marche pas. Et c'est surtout, je dirais pas son nom, mais j'ai une journaliste, je lui dis à un moment donné, mais elle me dit, mais je comprends pas pourquoi Madame Macron ne montre pas des photos d'elle enceinte avec ses gamins. Mais même si elle avait fait ça, les complotistes ont dit, c'est un montage. Et ça, je pense, comme disait René, que je pense que quelque part, il en est blessé, il en a raison sur ça. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix. Vous pensez qu'il faut labelliser les médias, comme le dit Emmanuel Macron, ou vous pensez que c'est une lubie? On attend vos réactions au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants pour continuer le débat. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Patrick Vignal et notre grand débat. Comme le souhaite Emmanuel Macron, faut-il labelliser les médias? Eh bien, vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On y va d'ailleurs tout de suite au 0826 300 300. Bonsoir Fred. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez du Gard, c'est bien. On a le Gard et l'Hérault réunis ce soir entre le 0826 300 300 et les vraies voix. Et vous ne voulez pas de labellisation des médias? C'est le début en fait de quelque chose qu'on peut pas trop contrôler, parce que vous connaissez
fait les méthodes de ce gouvernement. On dit non, mais non, ce sera contrôlé par des instances en fait indépendantes. Et au final, on s'apercevra qu'en fait, il y aura une instance indépendante qui sera pilotée ou qu'il y aura eu du pantouflage dans cette société, et on se retrouvera comme aujourd'hui avec chat control, avec le. Vous savez, on est dans ce mouvement du contrôle total. On pourra dire oui, mais les réseaux sociaux c'est le fouillis, comme j'ai entendu sur votre antenne. Hein. On ne sait plus trop où donner la tête. Mais les gens, en fait, on les infantilise, on leur dit oui, bon, on va s'occuper de vous et on vous dira ce qui est bon à entendre et ce qui est pas bon. Donc en fait, on nous fait encore perdre notre indépendance intellectuelle. Et c'est là où il y a le danger, quoi. Alors, Fred, restez avec nous. René Chiche, qui a été rédacteur en chef de Nouveau Média, qu'est-ce que vous voulez répondre à Fred Dugard? Mais ce que dit Fred, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. Mais vous voyez, par exemple, sur quels critères, et moi je crois pas du tout à cette idée de labellisation, je l'ai déjà dit, mais par exemple, sur quels critères serait fondée cette labellisation? Oui, et puis, qui serait nommé dans l'autorité de... Je prends juste un petit exemple. Il y a 2-3 ans, il y a eu l'histoire, vous savez, de vos ex-confrères de l'Assemblée, Corbière-Garrido dans Le Point. Oui. Eh ben, c'était pas du tout une vraie information. Non. Donc alors aujourd'hui, Le Point devrait être labellisé média un peu douteux, alors qu'on sait que parfois, malheureusement, dans le journalisme, on peut faire des erreurs, comme dans tout métier aussi. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée très récente non plus, mon cher Patrick, parce que à l'époque, vous étiez député, il y avait une proposition de loi, il me semble. Oui. La loi anti-fake news. On avait réfléchi sur la loi anti-fake news. On essayait, c'était Laetitia sur cette loi en disant comment on peut structurer. Mais Fred, il a raison. Oui. Quelle ville il est, Fred Dugard? Fred, vous êtes de quelle ville dans le Gard? Je suis du Pont du Gard. Magnifique. C'est magnifique la région, Fred. Mais puis-je contredire René un petit peu? On n'a pas entendu ce qu'a dit Fred. Ah oui. Ah, c'est le plus beau département de France. Ah, c'est un département magnifique. C'est l'héros, Fred, c'est l'héros. Commençons pas à se discuter. Hein. Bon. Philippe Bilger voulait réagir. Tout de même. Attendez, Fred, Philippe Bilger voulait réagir. Lorsque on a la certitude, René, que des publications énoncent des données factuelles fausses, tout à fait, incontestablement, est-ce que une instance en laquelle on aurait confiance ne pourrait pas, en quelque sorte, comme ça existe au basket ou au handball, avoir édicté des blâmes? Votre remarque est pertinente, mais je vais te répondre de manière encore plus pertinente. C'est pas si fréquent en plus. Mais non, vous, l'ancien magistrat, moi j'ai eu affaire, on va devant les tribunaux, mais pour diffamation, pour René, les magistrats travaillent beaucoup déjà, ils ont beaucoup travaillé. Chacun son tour. Pourquoi c'est de lourd? Mais non, on ne va pas, à chaque fois qu'une erreur factuelle est commise, traduire cela devant les tribunaux. Pardon. Vous savez, je vais vous mettre d'accord tous les deux. On a un problème d'éducation. Éduquons nos enfants aux médias, éduquons nos enfants aux fake news, éduquons nos enfants à la démocratie, Philippe. Oui, mais ça, c'est les fondamentaux. Oui, mais sur le principe, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on peut plus contrôler tout ça. Mais nos gamins, ils ne lisent plus. Entre 6 ans et 17 ans, ils passent 4h30 sur les réseaux à regarder ces teubés d'influenceuses ou d'influenceurs. C'est sur ça qu'il faut travailler. Mais sur le principe, vous avez raison. Ça, c'est bien sur le principe. Mais aujourd'hui, tout cela, malheureusement, en particulier la génération, ils sont pas tous non plus des abrutis. La génération, heureusement, d'ailleurs, pas généralisé. Aujourd'hui, on peut plus contrôler ça. On peut plus contrôler ça. Non, mais une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour labelliser? On nomme qui? On ne peut pas labelliser. Donc c'est une proposition dans le vent pour rien qu'a fait Oui, Philippe. Excusez-moi, ça me rappelle ce que disaient les soviétiques qui avaient de l'humour. Il n'y avait que 2 journaux autorisés, la Pravda, les Izvestia, mais ils passaient par la même commission de censure et les soviétiques, donc il y avait de l'humour. Attendez, si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvestia. Et je pense qu'on veut vraiment pravdiser les médias français. Non, mais sur l'idée, c'est intéressant. Je pense qu'il y a l'idée et la mise en place de l'idée. Et c'est vrai, quand je parlais des influenceuses, je me suis mal exprimé parce qu'il y a des trucs qui sont géniaux sur les réseaux. Nos gamins aujourd'hui, ils sont ouverts sur le monde que nous on l'était moins. Ça, c'était l'avancée. Après, le problème, c'est les fake news. Enfin, vous imaginez tous les jours des fake news. Mange des épinards, tu vas maigrir. Mange ça, tu vas grossir. Enfin, et moi, je veux plutôt une éducation pour que nos gamins soient sensibilisés et que ce soit des citoyens encore plus aguerris que nous on a été. Bien sûr. 5 secondes.
Et surtout, Patrick a évoqué quelque chose de très juste, c'est qu'à l'heure actuelle, on a deux camps médiatiques totalement antagonistes. Oui, et ça, si c'est on vrai. n'a pas une instance qui règle le problème et qui pacifie, c'est fichu. Ouais. Merci beaucoup Fred Dugard. Allez, tout de suite, on passe à On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir, Philippe. La compagnie Air India retrouve un avion après l'avoir perdu pendant 13 ans. Alors, Non, mais on est chez C'est les incroyable. fous, là. on pensait avoir tout vu, mais visiblement non. C'est un oubli digne de la taille d'un avion, mais Air India l'a fait. Oui, la compagnie a carrément perdu un Boeing 737-200 pendant 13 ans. Oui, 13 ans, c'est quand même pas mal. Même le PDG ignorait que l'appareil existait encore. Et puis donc dans la semaine, mardi, la presse indienne a annoncé qu'on a retrouvé l'appareil par hasard, rouillé, abandonné, dans un coin de l'aéroport de Kolkata. Donc c'est L'ex-Calcutta, oui. l'ex-Calcutta, merci Philippe. Comme une vieille épave oubliée derrière un hangar. L'image est complètement dingue. L'appareil, bien sûr, est totalement été retrouvé sous des débris. Enfin bref, c'est extraordinaire. On est avec Gérard Felzer, qui est président d'Aviation sans frontières. Bonsoir. Gérard. Oui, bonsoir à vous. Oui, La première question que je vous pose, c'est du laxisme complet de la part de la compagnie. On est d'accord? Oui, c'est vrai que là, on pompe pas un avion comme on pompe mon portefeuille, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, on se pose la question de fin de vie des avions. Un avion, ça peut voler pendant 30 ans, 40 ans. Le seul problème, c'est qu'on fait de tels progrès technologiques avec des avions de nouvelle génération qui consomment en général 15 à 30% de moins de pétrole. Vous savez que le pétrole, c'est quelque chose d'assez cher maintenant. Alors on les stocke et on essaie de récupérer les pièces. C'est-à-dire que un avion comme celui-là, par exemple, le 737 dont on parle, il a à peu près 2 millions de pièces qui sont numérotées. Hein. Donc mais il ne repartira pas cet avion, on est d'accord, il va être réutilisé, réemployé avec ses pièces peut-être qui sont encore, comme vous l'avez dit, encore utiles. Oui, alors on a par exemple à Tucson aux États-Unis ou dans le désert de Mojave en Californie, on a des avions qui sont stockés, mais ils sont stockés en bon état pour pouvoir être réutilisés lors d'un grand conflit par exemple. Mais la plupart du temps, eh bien les avions sont ferraillés. Alors ferraillés, ça veut dire qu'on récupère des pièces détachées pour leur donner une deuxième vie sur d'autres avions. C'est pas dangereux, simplement des pièces communes, ça peut durer des années et des années. On a deux aéroports en France d'ailleurs, on fait ça notamment Tarbes-Lourdes et Châteauroux. Ouais. Absolument. Donc, si vous allez, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est vendu d'ailleurs aux pièces détachées. Si vous voulez, moi j'en ai chez moi des manches à balai. J'ai fait le dernier vol d'ailleurs de plusieurs avions, dernier vol d'un 707, d'une Caravelle, etc. Avant que je passe sur Airbus. C'est assez émouvant parce que on voit que cet avion, il a des milliers d'heures de vol, il a toute une histoire. Gérard Felzer, Patrick Vignal veut vous poser une question. Gérard, vous qui êtes un expert mondialement connu, est-ce qu'il y avait des passagers à l'intérieur de l'avion encore? Vous pourriez nous le préciser? Abandonnés depuis 13 ans, ils avaient un peu faim. Oui, c'est vrai qu'on a ouvert le placard, on n'a rien trouvé de compromettant. Ah, bon, vous nous rassurez alors. Oui, absolument. Donc, il y a une erreur d'écriture probablement. Alors, comme l'avion, il devait se retirer des flottes, il a été peut-être vendu à un ferrailleur qui l'a stocké là, parce que finalement, démonter un avion, ça coûte cher. Alors, peut-être, c'est comme les bateaux, les bateaux, on les coule souvent. Oui, c'est ça. Ce qui est monstrueux d'ailleurs, parce que il y a plein de matières dangereuses. Pour les avions, pour cette fois-ci, en tous les cas, ça a été le cas. Eh bien, écoutez, c'est quand même une histoire incroyable, notamment pour la comptabilité, parce que je ne sais pas comment ils le mettaient dans leur bilan pendant les 12 années où il avait disparu. Et on n'y croit pas. Et on n'y croit pas. L'avion était amorti, en fait. Oui, mais même s'il était amorti, on met quand même dans les actifs, non, théoriquement. C'est quand même un gros actif immobilisé, un avion. Merci beaucoup, Gérard Felzer, pour cette histoire. Si vous pouvez les réparer, Philippe Bilger aimerait changer son jet privé. Ce serait très sympathique pour lui. Un 737-200, il aurait de la place. Avec une salle de cinéma à l'intérieur. Il pourrait amener toutes ses courtisanes, etc. Ce serait parfait. Les vôtres. Merci beaucoup, Gérard Felzer. Tout de suite, le tour. Merci, François-Louis Bourneau. On vous retrouve tout à l'heure. Le tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Je vais parler de Donald Trump et de sa grossièreté. Je vais rendre hommage à Joséphine Baker. Moi, je vais parler de la lâcheté de la classe politique au regard de nos femmes et de nos enfants. Eh bien, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Patrick Vignal. Et c'est l'heure des tours de table de l'actualité. Allez, la vedette, à table! Allez, vous êtes des vedettes de la télé? Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Et justement, on va donner la parole à Harrison Ford pour parler de Donald Trump. En effet, Donald Trump, pardon de proférer un poncif et qui n'apprendra rien à personne, est un homme naturellement vulgaire et grossier. Mais une fois qu'on a dit cela, je pense que l'analyse s'arrête trop vite. Lorsqu'un président des États-Unis est capable de dire à des journalistes femmes qu'elles sont laides et qu'elles sont stupides, et que par ailleurs, à la suite d'un attentat, il traite le criminel d'animal, je crois que derrière tout cela, il y a une volonté tout à fait résolue, déterminée, de mettre en pièce ce que j'appellerais l'humanisme basique. C'est-à-dire que sur tous les sujets, même les plus dérisoires, il n'hésite pas à utiliser un langage qui pourfend absolument toutes nos règles élémentaires de civilisation. Il traite d'animal un homme, il a une absence totale de galanterie verbale à l'égard des femmes, et je pense que ça va au-delà de la grossièreté personnelle. Il y a comme un dessein. Alors, l'homme qu'il a traité d'animal, il a tiré sur deux membres de la garde nationale. Nous, parfois, on dit bien que des terroristes ou des tueurs sont des monstres, etc. Je ne le dis jamais. Non, mais pas vous, mais il y en a qui le disent. Hein. Oui, mais René Chiche. Comme j'ai le droit de partir à partir de ce que je pense, vous considérez que... Oui. René Chiche. Il a aussi récemment traité une journaliste de truie. Une journaliste de truie. Absolument. Voilà. Et puis il s'est aussi moqué de journaliste française à la salle de presse de la Maison Blanche en disant vous parlez très très mal anglais. Bon, non. Alors le problème c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, le problème c'est que c'est un homme politique qui est totalement hors norme, qui n'existe à personne d'autre. Donc en gros il se moque de tout. Il a son langage, mais personnellement je trouve que ce n'est pas tellement à la hauteur quand même d'un homme d'État, le langage qu'il a. Il pourrait un peu... Mais vous vous rendez compte quand on l'entend, il dit toujours les mêmes choses. C'est un bon business, il est super. Mais c'est un langage quand même bas de gamme. Mais même en même temps, si d'un autre côté, il a quelques résultats, à la fois en politique internationale, même s'il n'a pas encore vraiment résolu les conflits, peut-être que les gens sont attachés à lui parce qu'il a des résultats, qu'il est efficace. Vous savez, cher Philippe, moi j'ai envie de mettre l'adéquation entre Trump et ce qui se passe à l'Assemblée. Vous avez vu comment parlent les députés à l'Assemblée? Absolument. Vous avez vu on ne vient plus en costume cravate, on vient en t-shirt, en tennis. Moi qui n'aime pas être en costume cravate, il y a des lieux où je suis en représentation. Et vous voyez les vidéos de certains, les insultes. Moi j'ai vu dans l'hémicycle ou à la Buvelle, les gens, mais c'est des grossiers personnages. Alors, au café du commerce, c'est possible, mais pas quand on est dans un hémicycle. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que la trumpisation de notre société, et c'est dur pour les citoyens, mais je crois que ça plaît, vous l'avez René l'a dit, ça plaît ce clivage. Et c'est pour ça que je parle d'éducation pour nos gosses. René Chiche, votre tour de table, c'est sur Joséphine Baker. Voilà, parce que Joséphine Baker, c'est un personnage à la fois... Ah oui, très bien. Notre réalisateur Maxime, toujours au fait des choses. Magnifique, Maxime, magnifique. Eh ben, ça tombe très bien parce qu'en fait, on a fêté récemment les 50 ans de sa mort. C'est la seule femme noire qui est panthéonisée. Et là, je viens juste lui rendre hommage parce qu'il y a un très très beau spectacle, une comédie musicale qui s'appelle Joséphine Baker, le musical, à Bobino, qui a lieu jusqu'à fin janvier, donc à la fois pour les auditeurs de Paris, ou même s'il y a des auditeurs de région qui viendront à Paris, ils peuvent aller voir ce spectacle Bobino, mais après il va aller en province. Ça raconte de manière vraiment très, très intense et en même temps de manière tout à fait complète le parcours de cette femme qui a un parcours tout à fait à la fois exceptionnel, héroïque. Moi j'ai appris plein de choses. Je savais pas qu'elle avait été, par exemple, moi je savais pas tout d'elle. On sait qu'elle a été dans la résistance, etc. Oui. On la voit avec des bananes. Oui, bien sûr, on la voit, bien sûr. Dans le plus simple appareil. Oui, bien sûr. On la voit dans la fameuse revue Nègre, c'était à l'époque. Non, mais je trouve même que les nouvelles générations devraient aller voir ce spectacle parce que c'est une héroïne du XXe siècle
Et en plus, je savais pas, par exemple, qu'elle avait été expulsée, moi, de son château Des en Milan, Dordogne. des Milan. Voilà, mais Pour des problèmes financiers. alors c'est une star. C'est une Oui, star. mais pour Et des qu'elle gros avait été problèmes ensuite financiers. aidée par Grâce de Monaco, qui lui a ensuite octroyé un appartement à Monaco. Franchement, il faut aller voir ce spectacle. C'est un très très beau spectacle, à la fois de fin d'année et même de début d'année. Et ça raconte l'histoire, un peu l'histoire de France. Voilà. Et qui la joue? Alors l'actrice s'appelle, écoutez, il faudrait que je retrouve son nom, excusez-moi, là je l'ai plus. C'est une jeune actrice, jeune comédienne, Shena, je vais retrouver son nom, excusez-moi, je l'ai plus. Vous êtes fan de Joséphine Baker? Excellente. Moi, oui, enfin, c'est Personnage d'exception. Non, mais il y a quelques personnages qui font rêver, même quand ils ne sont plus là. Voilà, exactement. Et on a envie de s'inspirer d'eux. Moi, c'est un peu plus dur, là. Je vous dire, franchement, je suis vraiment en colère. Allez-y. En colère parce qu'en fait, on n'est plus au niveau. Et j'en prends ma part aussi. Hein. Oui, bien la sûr. classe politique, vous savez qu'il y a 12 000 gamins placés dans l'ASE et vous avez des gamines à partir de 13 ans qui sont obligées de se prostituer par des gamins qui ont le même âge. Vous avez dans une classe maternelle qui sont proxénètes ou plusieurs proxénètes. Vous avez dans une classe de maternelle sur 30 2 gamins qui sont victimes d'attouchement. Vous avez tous les 3 jours une femme qui meurt sur le cul du compagnon, sur les coups du compagnon. Et je me rappelle, moi, je voulais citer le maire de Marcillard, que lui, il avait mis en place des logements d'urgence. Oui. Je le dis franchement, quand je vois le spectacle à l'Assemblée, et je vais même plus loin, moi qui me positionnais différemment sur la réforme des retraites, on va passer 250 heures là, pour savoir si les gens nés en 1965 peuvent partir 3 mois avant. Ça coûte 3,5 milliards. Et chez moi, dans ma région, vous avez les dealers qui vont acheter des fournitures scolaires aux gamins. On prend en otage dans des quartiers populaires 95% de ces gens qui voudraient vivre tranquille. Et vous aurez le 2 décembre la CGT qui va manifester ou d'autres organisations. Maintenant, ça suffit. Je le dis, je suis en colère parce que maintenant, on n'est plus responsable. Arrêtons de diviser les Français. Vous avez, cher Philippe, la France insoumise qui drague sans vergogne la communauté musulmane parce que c'est leur choix. Ils prennent Gaza et ça leur permet d'exister. Vous avez le Rassemblement national, c'est à faute que de l'immigration. En fait, les Français, ils voudraient s'aimer. Et on parlait de Trump. Et on a des hommes, des femmes politiques qui sont dans le clivage pour non pas former des citoyens, mais avoir des clients. Emmanuel Macron a quand même été bien clivant, hein, quand il parle de ceux qui ne sont rien, etc. Philippe, je n'ai pas de problème, j'en prends ma part. Aujourd'hui, mais vous, c'est pas votre genre d'être clivant, vous êtes très rassembleur. Oui, voilà. Mais je veux dire, j'en prends ma part. Moi, je fais partie d'une majorité, j'ai été élu 3 mandats, mais j'ai envie de dire à mes collègues, oh, c'est bon là, sortez du bac à sable, la France est en danger. 8 milliards narcotrafic. Vous savez combien c'est un point de deal chez moi à Montpellier? 30 000 € par jour. C'est-à-dire que le mec, il rentre chez lui, il a 100 000 € à blanchir. Donc maintenant, ça suffit. Soyons un peu responsables, mettons-nous debout. Mais Patrick, votre indignation est tout à fait légitime, mais je pose une question. À votre avis, si on était capable de mettre en œuvre une politique aussi complexe que vous le souhaitez, est-ce qu'elle pourrait être efficace? Mais regardez, tiens, c'est une bonne question. Guillaume Garcia, le bâtonnier d'Alès, il n'y a pas de juge pour enfants. Chaque fois qu'il y a des dossiers, les gens, je pense aux femmes isolées battues, elles doivent prendre le bus 2 heures pour aller à Nîmes. Alors franchement, que ce soit le garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, on peut aimer ou pas, mais il est volontaire. Et Dupond-Moretti avait augmenté la justice. Vous le savez, Philippe. On était une justice en voie de cochardisation. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Jacques Urvoas. Ça coûte de l'argent. Bon, alors on va chercher l'argent un petit peu aux riches, un peu aux classes moyennes, mais vous voyez où on en est là? Tous les jours, il y a une manifestation, une grève. On est en faillite en ce moment. Du plan économique, du plan social et du plan financier. Il serait temps qu'on se bouge. Un mot, René Chiche, en même temps, malheureusement, Patrick, la situation est totalement bloquée actuellement en raison de la dissolution 2024. Donc je pense qu'on trouvera peut-être des solutions à l'issue du scrutin présidentiel 2027. Alors c'est exactement ça, René. Je pense. En fait, il n'y a rien qui se passera, j'ai déjà dit sur votre antenne, mais justement, est-ce qu'en 2027, on va voter contre quelqu'un, on va voter pour une adhésion? Merci à tous les trois. Dans quelques instants, on va annoncer une bonne nouvelle. Le niveau des Français en anglais s'améliore. Mon petit doigt me dit qu'on va probablement tester les vraies voix dans quelques instants et on en parlera avec Déborah Guillotin, présidente de My English School France. À tout de suite dans les vraies voix.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 1er décembre avec un forfait mobile SFR. Détail des remises au 10,90. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix, un trio joyeux avec Philippe Bilger, René Chiche et Patrick Vignal, et c'est l'heure de l'info en plus. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Les vraies voix Sud Radio. Qui aurait cru que ça arriverait un jour? Le nouveau baromètre d'éducation First nous fait remonter à la 38e place, surtout grâce aux jeunes. Je parle bien sûr en anglais. Déborah Guillotin, vous êtes présidente de My English School Friends. Est-ce que mon accent est bon déjà? C'est la première question que je vous pose. J'espère que c'est le cas. Il est parfait. Bon, super. Alors on peut continuer l'interview. Il est meilleur que celui de Philippe Bilger, hein. Là j'ai pas de doute. My English is very good. C'est sûrement parce que je fais partie de la tranche d'âge qui représente le niveau d'anglais le plus élevé en France, n'est-ce pas? Potentiellement. En tout cas, il est très bon. On pourrait éventuellement continuer en anglais, j'ai l'impression. Parce que du coup, c'est les plus jeunes qui en fait finalement parlent le mieux, c'est ça? Ouais. Bah, aujourd'hui, en effet, quand on regarde l'étude de l'ES-EPI, on se rend compte que c'est les jeunes qui tirent le niveau de la France vers le haut, mais en réalité, c'est surtout grâce à des applications comme Netflix ou TikTok. Clairement pas à l'éducation nationale. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les méthodes de l'éducation nationale en langue que j'ai trouvé pendant toute ma scolarité, franchement pas bonnes, soit dit en passant? Bah, ça c'est certain, parce que là on voit dans l'étude que la France elle progresse de 11 places, mais est-ce qu'on doit vraiment se féliciter de progresser d'11 places, ou plutôt de se dire c'est les autres pays qui reculent? Parce que la réalité c'est qu'en France on a toujours cette faible culture de l'oralité. On a peur vraiment on a peur de parler, et on a la culture du perfectionnisme. Déborah Guillotin, do you speak good English, René Chiche? Absolutely. Good evening, Déborah. Allez-y, votre question. Alors, Déborah, oui. Non, vous savez que moi, j'ai une petite fille qui a 3 ans, et déjà, on lui a proposé des cours d'anglais. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Oui, non, dans un cours privé, il y a des enfants de 3-4 ans qui sont déjà initiés à l'anglais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, mais vous parlez de l'école ou plutôt en privé? Non, un cours à part l'école. Un cours à part l'école. À part l'école. Ah bah ça c'est très bien. Ça c'est ce qu'il faut faire. D'accord. C'est pas trop tôt. Alors non, clairement pas. Au contraire, c'est à ce moment-là que les enfants se retrouvent à avoir un meilleur accent. Donc du coup, non, je le conseille. Thank you, Deborah. Patrick Vignal, vous avez un prénom irlandais. Do you speak English? Very well from my father, my frère. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Is a very vous avez une question pour Déborah Guillotin sur le niveau d'anglais? Non, mais Déborah, elle a raison. Moi, je fais partie de génération qui il y avait 2 heures d'anglais. Puis après, moi, j'ai monté ma boîte, tout ça. Et là, d'ailleurs, Déborah, je commence à prendre des cours d'anglais parce que j'ai honte quand je parle avec la nouvelle génération. Quand je leur dis 3 mots en anglais, ils pensent que je parle occitan. Donc il va falloir, comme Bilger, Déborah, Bilger, c'est du russe, que vous nous fassiez des cours particuliers. Nous sommes très mauvais, Déborah. Déborah, attendez, est-ce que je peux vous poser une question? Qu'elle réponde. Mais alors, pas très bien. Non. Posez-moi votre question. Même lorsqu'on a un vocabulaire très étendu, ce qui est mon cas, est-ce que d'où vient cette peur de prononcer les langues étrangères? Ah bah, je vais vous dire une seule chose. Dites-moi, à l'éducation nationale, aujourd'hui, comment est-ce que vous apprenez une langue? Dans la majorité des cas, c'est encore en écrivant. Et on s'en rend compte, la France aujourd'hui, et notamment dans les sites dont on parle, la France aujourd'hui est dans le top des pays qui a le plus grand écart entre la compréhension écrite et la compréhension orale. Et ça vient tout simplement de la manière dont on apprend l'anglais à l'école. Et aujourd'hui, on va nous dire, oui, mais quand on arrive en primaire, on parle anglais, on nous fait apprendre l'anglais avec des formateurs qui sont français et qui eux-mêmes ne savent même pas parler anglais. Et ça, c'est problématique. François-Louis, your turn. It's my turn, yeah. J'avais une question. En France, c'est quoi les régions où on parle le mieux anglais? Peut-être que c'est à Paris, j'imagine, dans les grandes villes, ou c'est pas du tout le cas? Bah, on aurait tendance à penser le nord de la France, parce qu'on est proche de l'Allemagne, mais pas du tout. Notamment mais non, proche des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, exactement, qui sont des pays où l'anglais
est très fort chez eux pour la simple et bonne raison que depuis tout petit, on leur fait regarder des films en VO. En étant proche de ces pays-là, on pourrait imaginer que plus on monte dans le nord, mieux on est fort en anglais, pardon, ce qui est faux. Aujourd'hui, la ville où on parle le mieux anglais en France, c'est à Grenoble. Ah oui, effectivement. Bon bah, thank you very much indeed, Déborah Guillotin. Amazing. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous. Allez, tout de suite, on va voir un nouveau ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Direction Bélestat, aux confins de l'Aude et de l'Ariège. Bonsoir Patrick. Bonsoir, monsieur le secrétaire d'État. Ah, alors, monsieur le ministre, on vous dit pas good evening, hein, même s'il est 18h48. Vous, si vous étiez ministre... Allez-y, en catalan. Bona tarda, bona nit. Buenas tardes. Ah, là, c'est en espagnol. Bon dia à tout homme. Ça, c'est du catalan. Bon, absolument. Alors, vous seriez ministre du week-end, que feriez-vous? Oui. Ah ben écoutez, je vais vous proposer des mesures, mais en fait ça va coûter cher. Mais c'est pas grave, on créera un impôt, on a l'habitude. Allez-y. Voilà. Alors moi je penserais à augmenter les salaires de tout le monde de façon à ce que les personnes ayant la possibilité, que les gens aient vraiment la possibilité de profiter de leur temps libre, de leur week-end. Car s'il y a du temps libre sans vraiment avoir de moyens financiers pour en profiter, on crée de la frustration, à mon avis. Voilà. Ben c'est un vrai sujet. Restez avec nous. Est-ce que c'est pas le gros problème? On l'a dit notamment pour les 35 heures, que c'était une loi pour les cadres. Eux, ils avaient du temps, mais quand ils gagnaient bien leur vie, ils pouvaient profiter de leur week-end. Oui. Pas des ouvriers et des salariés qui ont vu leur salaire bloqué pendant des années. Écoutez, sur le principe, monsieur le ministre, c'est très bien ce qu'il dit, mais est-ce qu'on peut comme ça augmenter les salaires des gens pour le week-end dans toutes les entreprises? Je ne sais pas si c'est une réalité économique très possible. C'est une boutade, c'est une question de lancer le débat. Oui. Ah, c'est une boutade. Le ministre n'est pas très sérieux. René, si vous permettez, c'est un bon ministre parce qu'il dit j'augmente les salaires et j'augmenterai les impôts. Donc moi je vote pour Patrick. D'abord, il a un prénom exceptionnel. Oui, mais il prendra beaucoup de week-end. Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui se pose. Absolument. Les gens manquent d'argent. Le pouvoir d'achat, c'est clair. Le travail ne paye plus assez. Ah, tu as fait raison. Je crois que c'est plus loin que ça. Notre génération, nous sommes très très jeunes autour de cette table. Enfin, sauf Bilger, évidemment. Apporter un peu de complexité. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait, franchement, on pouvait avoir un CDI, on pouvait acheter une maison, devenir propriétaire. Oui. Enfin, les jeunes que je vois là, ils pourront pas devenir propriétaires, franchement. Ça sera très compliqué pour eux. Le prix du foncier, le prix du terrain. Et c'est vrai que, franchement, nous, on a eu cette chance-là, les boomers, comme disait François Bayrou, et moi, je suis un peu inquiet quand même, parce que pour cette génération, ça sera plus compliqué. Alors, même dans la nouvelle génération, il y a quand même des inégalités. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des moyens grâce à leur famille. Alors c'est ça aussi. Les parents ou les grands-parents moi je connais des jeunes de 30 ans qui sont déjà propriétaires. Ça c'est vrai. Ça c'est le vrai débat, Philippe. Mais je lance de très grands débats moi à chaque fois. Merci. C'était le ministre qui les a lancés. Monsieur le ministre, je vous salue. Rendons à Patrick ce qui est à Patrick. Merci beaucoup Patrick de Bélestat, superbe village. C'est pas très loin d'une station de ski qui s'appelle Camurac, je crois, pour connaître un peu le coin. C'est un coin absolument magnifique dans les Pyrénées catalanes. Merci à vous. Dans quelques instants, mon coup de gueule. En France, ce sont ceux qui pourrissent la vie des gens. 20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Patrick Vignal qui est en pleine forme également. Dans quelques instants à 19h15, notre question du soir. Au vu des services publics rendus, pensez-vous payer trop d'impôts? Eh bien pour le moment vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Mais on va quand même, parce que c'est la veille du week-end, vous faire plaisir. Oui, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre Tony Box 2 de Tony's, la boîte à histoire sans écran. Pensez pour les enfants de 1 à 9 ans. Vous posez une figurine ou un jeu audio Tony Play dessus. Et c'est parti pour des chansons ou des aventures interactives avec leurs héros préférés. Disney, Pat Patrouille, Petit Ours Brun et bien d'autres. Robuste et facile à utiliser, la Tony Box 2, c'est l'audio qui fait grandir. Envoyez dès maintenant Sud au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre Tony Box avec votre Tony de Noël. Bonne chance. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 2 grands villages puisqu'il s'agit de Paris et Marseille, les 2 villes les plus peuplées de France. Pourquoi Paris et Marseille? Pas pour parler du prochain classique de la Ligue 1, mais pour montrer à quel point les problématiques entre les 2 villes peuvent se ressembler en termes d'insécurité. Ainsi, en fin de semaine dernière, on apprenait que BNP Paribas allait quitter ses bureaux du quartier Rosa Parks, situé à la limite du 19e arrondissement et d'Aubervilliers autour du périphérique. Pour quelle raison? Parce que les 2000 salariés ne sont plus en sécurité du fait de la présence de personnes shootées au crack dans le quartier, au point que la banque doit payer 18 vigiles, outre pour protéger le site, pour accompagner les salariés entre les bureaux et les transports en commun une fois la nuit tombée. Une insécurité telle que nombre de cadres préfèrent rester chez eux en télétravail pour ne pas devoir se rendre au travail, justement, vu l'environnement. Mais la BNP n'est pas la seule à partir, puisque le magasin Leroy Merlin va lui aussi fermer ses portes, les clients désertant les allées par peur d'être agressés dans le quartier. Paris 1, Marseille 0. Direction maintenant la cité phocéenne, où on vient d'apprendre que Orange va fermer jusqu'à mi-décembre son site du quartier de Saint-Mauron, qui emploie 1 millier de personnes en raison de l'insécurité dans le quartier, entre bagarres entre dealers et même une fusillade le 23 octobre dernier. Une situation telle que la CFDT de l'opérateur Télécom a déclaré, je cite, que le narcotrafic met les salariés en état de siège. Orange qui a indiqué attendre un retour à une situation apaisée dans le quartier pour revenir. On craint que cela ne soit pas le cas d'ici mi-décembre quand on voit la situation dans la cité phocéenne, même si l'espoir fait vivre. Paris 1, Marseille 1. Bref, à Paris comme à Marseille, rien ne va plus, comme dans le reste de la France d'ailleurs. Mais si en football, ce sont toujours à la fin les Allemands qui gagnent, en France, ce sont toujours ceux qui violent la loi et qui pourrissent la vie des gens du fait de la lâcheté de l'État. Votre intervention, mon cher Philippe, est, je dirais, comme d'habitude, très brillante et même meilleure. Parce qu'au fond, c'est une traduction de plus d'un changement radical de la délinquance. On a connu l'époque où la police, évidemment, intervenait, était contestée, voire frappée. Aujourd'hui, on sait qu'elle est non seulement attaquée, mais qu'on lui donne rendez-vous pour la frapper et prendre l'initiative. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que dorénavant, il y a une délinquance qui perturbe la quotidienneté professionnelle. C'est quelque chose qui est une catastrophe et qui peut-être pourra entraîner un sursaut. Oui, mais en même temps, c'est quand même, je comprends, c'est le rôle de la police, justement, d'appréhender ces gens, d'intervenir. Il y a quand même des forces de police. Ils arrêtent les craquettes, ils sont libres 2 heures après. Oui, d'accord. Alors, résultat des courses, c'est vite vu. Hein. Bon, bah alors, si effectivement, vous voulez dire qu'ils sont pas condamnés aussi, non, ils sont remis en liberté parce qu'ils errent comme des zombies. En plus, ils sont clandestins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Oui, bah là franchement, moi, je ne comprends pas de réponse. Non, parce que c'est tellement surréaliste. Ouais, surréaliste, UBS. C'est ces gens-là qui effectivement empêchent finalement les gens de travailler. Pourrissent la vie des gens. Devrait être tout simplement, mais c'est tellement basique, là, ce que je vais dire, parce qu'il n'y a pas de choses à dire à mon avis, devrait être appréhendé et mis hors d'état de nuire. Donc là, où est le problème? C'est la police, c'est la justice. Parce que la police, est-ce que la police intervient dans ces quartiers? Théoriquement, oui, on ose espérer. J'ai pas l'impression. Non, mais vous savez, en fait, j'ai pas l'impression. Le vrai débat, moi j'ai eu la chance de porter une loi sur la reconnaissance des métiers de la médiation sociale. J'ai fait le tour de France des quartiers les plus chauds. Et je vous donne quelques exemples. Je me retrouve un jour dans un quartier compliqué, avec notamment beaucoup de médiatrices. Et j'auditionne quelques jeunes, entre 12 et 14 ans. Il y en avait 5. Le gamin de 12 ans, il me dit, moi, monsieur Vignal, pour 500 €, je vous fume. 12 ans. C'est pas un adulte. Je vous fume, je vous tue. Voilà, c'est un gamin de 12 ans. Et le gamin, il m'explique, pour crier à cab, c'est 200 € par jour. Oh, alors ça veut dire que tous les flics sont des salauds, voilà. Ça bastion. Oui, donc ça veut dire, Philippe, que ce gamin, il a 12-14 ans, il gagne 4000 € de liquide par mois. Donc René, le problème qu'on a, on a un problème de santé. Ceux qui font du crack ou les SDF, les pauvres, moi j'en ai un devant chez moi, rue de Courbe, on voit bien que psychologiquement, il va pas bien. On a un problème de délinquance, mais surtout
surtout comment ils sont désinhibés sur la relation. Excusez-moi, mon cher Patrick, mais je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est pour ça que ce débat me paraît surréaliste, ubuesque. Non, c'est intéressant, ça, ce que je veux dire. Oui. Non, mais vous qui êtes un vrai élu de terrain, qui avez été député, conseiller municipal, enfin oui. Quelle solution vous trouvez à ça? En fait, déjà, d'abord, personne ne travaille ensemble. On a du mal à travailler police municipale, police nationale, la magistrature, les juges, les syndicats. Vous savez, il y a une révolution à faire sur toute cette chaîne. C'est le premier point. 2, il faut y mettre des moyens. C'est pour ça que mon coup de colère tout à l'heure, on passe 200 heures à l'Assemblée pour parler de quelques mois de retraite. Le Sénat le plante, on va revenir à l'Assemblée. Il faudra trouver des moyens de justice, de la médiation, de la prévention. Enfin, vous avez vu cette histoire à Rennes où un père décide que sa fille de 3 ans ne pourra pas être avec un professeur homme. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les hussards de la République, ça n'existe pas. Les policiers, ils en ont ras-le-bol. Vous savez combien c'est un flic, un jeune qui sort de l'école? Moi qui étais prof en STAPS, le gamin gagnait 2000 € par mois. Donc comment voulez-vous? Donc il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir et tout à refaire. Merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, la question du soir. Au vu des services publics rendus, pensez-vous payer trop d'impôts? Vous dites oui à 95%. Score bien. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Non mais Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, 78% des Français jugent les impôts trop élevés. Ils étaient 75% en 2023, donc il y a 2 ans. Et à cette question, au vu des services publics rendus, pensez-vous payer trop d'impôts? Vous dites oui à 95%. Philippe Bilger. Je n'imagine pas un Français considérer un jour qu'il paye non seulement pas trop d'impôts, mais qu'il devrait en payer davantage. Ou alors je connais qu'une personne qui l'a dit, c'est Jean-Jacques Goldman qui s'est dit très heureux de payer beaucoup d'impôts. Oui. Mais restons dans le français moyen. Il considère qu'il paye trop d'impôts et si j'ai bien compris votre question, relie cela au service public, n'est-ce pas? Et je me demande si on n'est pas un peu trop sévère sur nos services publics en général. Alors j'entends bien que parfois ils sont défaillants à cause notamment de cette propension à arrêter leur activité quand on a énormément besoin d'eux, mais je ne voudrais pas tomber dans cette sinistrose. J'ai parfois l'impression que nos services publics marchent bien. René Chiche et Patrick Vignalcourt, parce qu'on parle en 0826 300. Je suis d'accord avec Philippe. Moi, je trouve qu'on est un peu trop dans le bashing anti-France, où à entendre beaucoup de gens, la santé, ça ne marche pas, les transports, ça ne marche pas, l'éducation, ça ne marche pas, la sécurité, rien ne marche. En fait, c'est à ça que servent nos impôts, à tous ces postes de l'État. Ben, moi, je trouve qu'en France, on a quand même un État qui, bien sûr, il y a des défauts, bien sûr, il y a des problèmes comme dans tous les pays, mais c'est un État qui fonctionne et comme a dit Philippe, moi, à chaque fois, l'État a répondu présent dans tous les domaines dont j'ai parlé. Non mais cher Philippe, rappelez-vous, quoi qu'il en coûte, quand il a fallu sortir 300 milliards, moi j'allais pleurer à Bercy pour les pépiniéries, les restaurateurs, les clubs de sport, les cafés, tout le monde me disait, il est génial Macron, grâce à lui, on a le chômage à 100%, on a des sous. Et allez voir les maires, le maire il vous dit, les 2 dernières années, je n'augmente jamais les impôts, sinon je perds mon élection. Donc ça, c'est le premier point. Après, oui, peut-être qu'on peut être meilleur dans l'adéquation, puisque la dépense publique et sociale, c'est 57% du budget. Mais je vous rappelle quand même que depuis toujours, je pense qu'on a un État qui est obèse, et je pense qu'on pourrait faire mieux, certains. Oui. Mais René a raison. Aux États-Unis, je suis aux États-Unis, je tombe malade, on m'a dit, vous avez la carte bleue? Je l'avais. J'avais pas la carte bleue, je restais sur le trottoir. Donc la France, c'est pas si mauvais que ça, quand même. On part au 0826 300 300, direction l'Essonne, direction Morangis. Bonsoir Eric. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on paye trop d'impôts vu les services publics rendus? Alors moi je vais vous dire, je pense surtout que la répartition des impôts est très mal faite. Voilà. Je pense que il faut se poser la question, combien de gens payent l'impôt sur le revenu? Oui, 43% des foyers. Voilà, et surtout, cette proportion de gens qui payent l'impôt sur le revenu, comme moi, dont je fais partie, combien ça représente sur le total de la perception de l'impôt? De mémoire, à peu près 20-30% des gens qui payent l'impôt sur le revenu payent 80% de l'impôt total. Il y a quand même un problème.
Donc forcément, ceux qui paient des impôts, à un moment donné, il y en a marre. Voilà. Et moi, je pense que le risque qu'on va avoir, c'est le refus de l'acceptation de l'impôt. Alors, c'est pour ça qu'on a des tas de problèmes de travail au noir, de machin, de tout ce que vous voulez, parce que les gens il y a trop de taxes. Il faut faire des économies de fonds. L'État ne fait pas, donne pas l'exemple. En plus, on ne donne pas l'exemple, ce qui est très grave. Donc c'est catastrophique. Alors Eric, restez avec nous. Le sujet des impôts fait toujours beaucoup réagir. On part à Paris. Bonsoir Dom. Salut Philippe, salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On paye trop d'impôts pour les services rendus? Mais bien évidemment qu'on paye beaucoup d'impôts par rapport aux services rendus. C'est là où je suis en désaccord avec Philippe Bulger et avec René Chiche. On ne peut pas dire aujourd'hui que nos services publics sont réactifs, sont bien. C'est-à-dire, quand vous allez aux urgences, que vous passez 24 heures dans une salle d'attente des urgences, on ne peut pas dire que le service public il est rendu. Mais non, mais faut pas généraliser. Attendez, René Chiche, je prends la défense de Dom. Oui. Non, mais vous permettez, vous avez vu le niveau de l'école? Vous êtes un rebelle, vous, Philippe David, c'est normal. Le niveau de l'école, PISA, non, mais attendez, on met 150 milliards dans l'éducation par an quand on compte tous les budgets, pour des résultats. Vous avez raison, non, mais il y a des. Philippe, quand on regarde même le nombre de professeurs qui sont pas devant, enfin les élèves qui n'ont pas de professeurs face à eux. Oui. À un moment donné, c'est impossible. Et on en revient au fait que c'est pas trop qu'on paye beaucoup trop, c'est qu'en fait l'argent est mal réparti. Voilà. Tout simplement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Oui, Dom. Moi, j'entends votre regard sur le service public. Vous savez, le vrai débat qu'on a, c'est que vous avez une mairie qui rend un service, une agglomération un service, un département, une région. En fait, tout le monde fait les choses et personne ne le fait bien. C'est le premier point. Et après, c'est vrai qu'effectivement, je prends l'exemple, si vous voulez, de l'hôpital. Vous avez raison. L'hôpital est au bord du gouffre. Moi, je suis clair. L'éducation, c'est compliqué. Mais ça fait donc 30 ans qu'on ne sait pas rationaliser. Ça fait 30 ans qu'on ne peut pas faire un discours comment vous dire à ce point-là, parce qu'on peut pas. Mais excusez-moi, Georges Marchais sort de ce corps. Dom, il se chauffe, là. Excusez-nous. Attendez, vous allez nous dire, laissez-moi répondre. Vous allez nous dire que le bilan des pays de l'Est est globalement positif. Alors qu'on voit le niveau d'éducation en France, c'est un désastre. Alors Dom, il y a un combat de MMA entre René Chiche et Philippe David sur le plateau. Qu'il y a des problèmes dans tout le pays, c'est évident. Mais vous avez, j'ai l'impression que il y a une sorte de paradis qui va exister tout d'un coup. Une sorte de jardin d'Éden. Excusez-moi, mon cher Philippe, moi quand j'étais à l'hôpital, alors peut-être que j'ai de la chance, peut-être que je suis le seul, excusez-moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai peut-être parfois un peu attendu, comme quand parfois quand je vais chez le dentiste, je peux aussi attendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais je suis pris en charge. Quand je prends les transports en commun, ce qui m'arrive assez souvent, il n'y a aucun problème, je les prends, ils sont très bien. Vous irez dire ça à ma femme qui est arrivée avec 2 heures de retard à Cannes il y a 3 jours et qui a été bloquée 2 heures sur la Oui, mais elle a dit, je suis la femme de Philippe David. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai eu du retard. Et qu'est-ce qu'elle a fait à Cannes d'abord? Elle était pour le boulot, voilà. Et c'est à partir de cet exemple que vous développez votre théorie. Non, mais dans les transports publics, excusez-moi. Non, alors sincèrement, Philippe, excusez-moi, je prends plus que vous les transports en commun. Excusez-moi, est-ce que je suis arrivé en retard une fois au transport? Non, mais évidemment, vous venez à pied. Mais non, mais pas du tout. Allez, merci beaucoup Eric de Morangis et Dom de Paris. Et tout de suite, on va parler d'une très très belle initiative. Les vraies voix Sud Radio. Avec une des voix de Sud Radio, bonsoir Yvan Cujous. Salut les amis, bonsoir tout le monde. On va se tutoyer comme on se tutoie dans ton émission évidemment. Hein. On te retrouve tous les dimanches pour 1 heure de musique et de culture dans le Loft Musique Sud Radio. Alors une belle initiative, l'Aude a été martyrisée par les incendies l'été dernier et un très beau concert organisé à l'initiative du journal L'Indépendant du groupe La Dépêche du Midi en partenariat avec Sud Radio et c'est lundi soir à Narbonne. C'est ça absolument, c'est aussi en partenariat avec l'Arena de Narbonne et la mairie de Narbonne. C'est une idée commune au journal Indépendant, le groupe La Dépêche effectivement et la mairie pour accueillir ces artistes qui vont venir en solidarité, donner un concert pour lequel tous les bénéfices seront reversés à ces sinistrés de l'Aude qui a été touché déjà en 2018, hein, vous vous rappelez, par les inondations.
et qui a été encore touché cet été par ces incendies ravageurs. Et là, c'est un élan de solidarité des artistes, alors avec vraiment un axe du sud propre au sud, quoi. Alors rappelons-nous, on y était ensemble, mon cher Yves Bonvent, quand il y a eu les inondations à Trèbes notamment. Sud Radio avait été avec le groupe La Dépêche à l'origine de l'organisation d'un concert de solidarité. C'est un peu à l'autre bout du département, mais c'est quand même évidemment le même département. Beaucoup d'artistes du Sud. Alors il y a des très beaux noms. Commencer par Francis Cabrel. Donne-nous un peu le casting. Oui, c'est ça. Il y a Francis Cabrel qui était déjà là en 2018 et qui nous rejoint sur ce concert de lundi soir. Il y a Patrick Fiori, il y a Zazie, il y a Olivia Ruiz, il y a Kali, enfin il y a beaucoup de gens. Il y a Axel Bauer, je vais pas citer tout le monde. Il y a Anne Silla, il y a Jean-Pierre Madère, Amandine Bourgeois, enfin beaucoup de gens de la région, mais pas que évidemment, hein, mais il y a quand même une connotation sudiste qui est intéressante. Comment le régional de l'État, Patrick Vignal, veut te Yvan, moi qui suis de l'Hérault, j'ai beaucoup d'amis dans l'Aude, notamment des vignerons qui ont tout perdu. Si on y rajoute en plus qu'on va arracher les vignes parce qu'on a un problème d'eau, vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est un territoire où les femmes et les hommes sont debout dans l'Aude, et vraiment ça fait chaud au cœur d'avoir cette soirée. Ça permettra un petit peu de voir que nos agriculteurs, nos viticulteurs sont des gens passionnés. Vous savez que tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui met fin à sa vie. Et donc, merci vraiment, Yvan. Non, mais tu sais, je te remercie, Patrick. Les remerciements ne me reviennent pas. Ils reviennent vraiment à tous les gens qui sont là-bas, qui se démènent pour récolter cet argent. Moi, j'ai eu l'honneur qu'on me confie la direction artistique, et on va faire une soirée qui ressemble à nous, justement. C'est ce que tu dis, Patrick. Voilà. Une soirée qui se ferait pas ailleurs. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment qu'on ait des langues régionales qui soient présentes, l'occitan, le catalan, le corse, le basque, et puis voilà, un focus aussi sur la voix, sur les grandes voix. Tu vois, quelque chose avec on va finir avec l'hymne occitan, hein, je vais pas dévoiler. C'est des voix de soleil. Voilà. Merci Yvan. Alors bravo, on te retrouvera avec tous ces merveilleux artistes lundi soir, et ce soir tu es en concert à Souillac et demain à Albi, c'est ça? Exactement, ce soir à Souillac, là, dans quelques minutes, et demain au Théâtre d'Albi, au Théâtre des Lys, et puis après cap pour Narbonne sur l'Arena, pour ce joli moment en partenariat avec Sud Radio évidemment, et merci de votre accueil dans Les Vraies Voix, les amis. Eh ben on t'embrasse Yvan, ainsi que tous ces merveilleux artistes. Allez, tout de suite, nous avons une gagnante. Et on va pas très loin de Narbonne, puisqu'on va à Saint-Estèphe dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Sandra. Bonsoir Philippe David, bonsoir toute l'équipe. Vous avez envoyé un SMS au 7 20 18 avec écrit Sud, et vous avez gagné une Tony Box 2 de Tony's, la boîte à histoire sans écran pensée pour les enfants de 1 à 9 ans. Alors on l'a testé avec Cécile de Ménibus, c'est absolument génial. Vous mettez votre figurine, ça raconte une histoire ou ça chante des chansons. Eh ben, je suis très contente, je vous remercie beaucoup, merci à Sud Radio. Vous êtes une auditrice fidèle? Oui, tout à fait. Et vous écoutez régulièrement Les Vraies Voix? Oui, en général le soir quand je rentre. Et vous préférez René Chiche? Je ne me prononcerai pas. Vous avez raison. Ben, merci beaucoup. Noël, c'est un peu Noël avant l'heure. Noël, c'est dans 4 semaines à peu près, et vous avez un très joli cadeau. Eh ben, je suis très contente, je vous remercie beaucoup. Eh ben merci, on vous embrasse, on embrasse ainsi tous les Catalans à Saint-Estèphe, grande ville de rugby à 13. Ouais. Et on va passer, on vous embrasse Sandra, et on va passer du rugby à 13 au rugby à 15. Salut Alexandre Priam. Salut les Vraies Voix. Et ce soir, il y a de la Pro D2 sur Sud Radio. Exactement, de la Pro D2, ça a commencé fort d'ailleurs entre Grenoble et Biarritz, 8-7 à l'instant en faveur des Basques. À suivre, Oyonnax, Béziers, Aix-en-Provence, Carcassonne, Soye-Angoulême, Aurillac, Dax, Mont-de-Marsan, Valence, Romans, Nevers et Vannes, Agen. Et puis évidemment, on parlera de la journée de top 14 qui arrive et le retour du meilleur joueur du monde, peut-être de l'histoire du rugby français. Antoine Dupont sera sur les terrains ce week-end face au Racing 92 avec le Stade Toulousain. Merci beaucoup Alexandre, on te retrouve avec Quentin Cabanis et toute l'équipe du rugby des Vraies Voix pour une belle soirée de rugby sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve lundi 18h avec Cécile de Ménibus pour Les Vraies Voix. Allez, à tout de suite pour le rugby. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.